Oui, alors nous en sommes toujours aux réponses concernant le document sur le schéma sur la recomposition des espaces intramétropolitains et notamment les réponses plus précisément sur la question 2, quelle dynamique socio-spatiale observe-t-on? Donc lors de la vidéo précédente, on s'est été arrêté sur le fait que les centres-villes étaient de plus en plus gentrifiés, hein, et on venait de prendre l'exemple de votre manuel avec le document 3, page 22, qui montrait donc la gentrification le long du Regent Canal, qui était un ancien quartier industriel à Londres et qui était devenu un quartier à la mode, donc avec des loyers élevés et une population aisée qui souhaitait s'installer dans ce quartier redynamisé. Alors vous pouviez également voir un autre exemple à la page 26 de votre manuel. Vous prenez le document 2. Donc là, on change de métropole, on n'est plus à Londres, mais à Mumbai, en Inde, avec un document qui s'intitule Métropolisation et gentrification. Et on vous parle notamment du quartier chic et peuplé de stars de Bollywood, le quartier de Bandra, avec notamment des prescripteurs de tendance et des hipsters et des expatriés. Et on vous précise que bah, ce quartier, avant d'être branché, bah, il n'avait pas toujours été branché, puisque avant, il comportait de nombreuses rues étroites, peu éclairées, il y avait des champs au sein de ce quartier. Et en fait, il y a eu vraiment le développement du Bandra Kurla complexe à l'est, qui a poussé de nombreux cadres de la finance et des affaires donc à s'installer dans ce nouveau quartier. Donc on a des exemples de gentrification dans toutes les grandes métropoles du monde euh, où on assiste au départ des plus modestes, donc vers la banlieue. Euh, dans les espaces périurbains, le logement est essentiellement dans les villes des pays développés composé de lotissements pavillonnaires, hein. Ça, c'est la caractéristique des banlieues et des cités dortoirs à la périphérie des grandes villes, que ce soit autour de Paris, autour de Londres. Donc un type de lotissement, c'est-à-dire d'habitations qui sont construites par des promoteurs immobiliers selon le même modèle, hein, et ça dessine des formes un peu géométriques vues du ciel. Donc on parle d'espaces périurbains composés de lotissements pavillonnaires. Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est que puisqu'on est sur les dynamiques socio-spatiales, hein, et notamment la fragmentation socio-spatiale qui en sort renforcée, hein, dans la métropolisation, c'est que notamment dans les métropoles du Sud, il y a de nombreux urbains qui vivent dans ce qu'on appelle des bidonvilles, hein, donc des villes formées avec des matériaux de récupération, hein, des matériaux plastiques, des tôles, des planches, tout ce qu'on trouve en fait. Et si l'on compte, hein, il y a sur les 55% d'urbains que compte le monde, eh bien, il y a un quart des urbains qui vivent dans des bidonvilles, c'est-à-dire dans des habitats spontanés, hein, et précaires, et qui sont particulièrement visibles, hein, ces bidonvilles, dans les métropoles, dans les grandes métropoles des pays en développement, ce qu'on appelle aussi les pays du Sud. Donc, vous avez un exemple ici, par exemple, la grande métropole du Nigeria qui s'appelle Lagos. Eh bien, vous avez un bidonville, donc bon, voilà, on vous montre ce genre de photo, vous savez immédiatement que c'est un bidonville, parce qu'on voit bien, hein, donc des tôles, des planches, des bâches plastiques, on voit bien que ce sont des habitats de piètre qualité, et dans lequel vont s'entasser des populations extrêmement modestes aux périphéries de ces grandes métropoles. Vous trouvez ce type de bidonville autour de toutes les grandes métropoles, hein, des pays du Sud, que ce soit à Rio ou Sao Paulo avec les favelas, que ce soit à Mumbai avec le bidonville de Dharavi, que ce soit au Caire avec la Cité des Morts, hein, dont on avait parlé. Vous voyez également des exemples si vous prenez la carte le document 2, page 45, ça vous indique la population urbaine qui vit dans des bidonvilles en 2014. Et vous voyez en rose foncé, voire en rouge, on est dans une part de la population comprise entre 61 et 96% qui vivrait dans des bidonvilles. Et ça, c'est surtout dans l'Afrique subsaharienne, avec des pays comme le Soudan, le Tchad, la République centrafricaine, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, le Madagascar. On voit également qu'il y a énormément d'urbains qui vivent dans les bidonvilles, en Haïti, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, également en Afghanistan, au Yémen, donc finalement dans les pays les plus pauvres du monde. Et au contraire,
on a des taux de population très faibles qui vivent dans les bidonvilles, dans des pays, c'est-à-dire comprises entre 5 et 24% de la population. Bon, si on est proche de 5, ça reste faible. Évidemment, si on est à 24, ça fait un habitant sur 4. Mais dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Maroc, l'Égypte, le Brésil, l'Argentine. Donc ça vous montre que dans pas mal de pays dits émergents du Sud, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Argentine, eh bien, on trouve encore une part non négligeable de la population qui vit dans les bidonvilles. Et évidemment, les deux pays au monde qui comptent le plus d'habitants qui vivent dans les bidonvilles sont les deux géants démographiques, à savoir en premier lieu l'Inde, et puis en deuxième lieu, pardon, en premier lieu la Chine, et en deuxième lieu l'Inde. Mais on trouve aussi le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Mexique, le Brésil, qui comptent beaucoup d'habitants qui vivent dans les bidonvilles. Donc je vous invite à regarder la carte document 2, page 45, si vous voulez avoir plus de précision là-dessus. Alors là, je vous ai parlé des pays en développement ou des pays émergents, c'est-à-dire alors ce qu'on appelle les pays en développement, autrement dit, on pourrait dire les pays pauvres, hein, donc ce sont des pays du Sud hein, donc qui ont un certain nombre de difficultés économiques et sociales. Euh, mais ce sont donc essentiellement des pays pauvres. Mais il ne faut pas croire pour autant que nous, dans les pays riches, nos métropoles comment dire, ne concentrent pas des populations pauvres, hein. On peut en trouver, notamment dans ce qu'on appelle des grands ensembles hein, ou des cités qui se trouvent bien souvent en banlieue, donc qui sont composés avec de nombreux immeubles construits souvent dans les années 60 et qui sont plus ou moins délabrés, ascenseurs en panne, odeur d'urine dans les escaliers, cage d'escalier taguée, boîte aux lettres arrachées. Et là, on va avoir une population extrêmement miséreuse, hein, avec des taux de chômage très importants. C'est ce qu'on appelle la population qui vit dans les cités et qui sont caractérisées souvent par de la délinquance, notamment des trafics de stupéfiants dans les cages d'escalier, bon, ce qui est un peu de la caricature, mais qui malheureusement correspond aussi à une part de la réalité à côté des quartiers huppés de l'agglomération parisienne, par exemple en France, vous savez très bien qu'il y a des quartiers en Seine-Saint-Denis où se concentre une population extrêmement pauvre. Et puis vous savez aussi, on les voit tous les jours, hein, il n'y a pas besoin d'aller à Paris, qu'il existe aussi des gens en marge du développement, hein, des gens qui vivent dans la rue, qu'on appelle des SDF, des sans domicile fixe. Et malheureusement, la situation économique telle qu'elle est à l'heure actuelle avec la crise du Covid ne risque pas d'arranger cette situation. Donc, on en vient au grand C, hein, euh, et pose la question de la durabilité. Alors, ce grand C fait suite au grand B, hein, le grand B qui disait à l'échelle mondiale un processus qui transforme les métropoles et donc qui pose la question de la durabilité, c'est-à-dire que les métropoles, effectivement, sont transformées, on voit bien qu'elles évoluent, que c'est un processus évolutif, comme on a dit, mais se pose la question de la durabilité, c'est-à-dire est-ce que ces métropoles sont durables d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, parce que ça renvoie à la notion de développement durable. Vous savez, cette notion qui a été développée depuis le rapport Brundtland en 1987, qui a été officialisée par le sommet de la Terre en 1992 à Rio, et selon laquelle il faut équilibrer les piliers du développement économique, du développement social et du développement environnemental, et que ce ne soit pas le pilier économique qui soit trop privilégié par rapport aux deux autres. En gros, il faut arriver à un équilibre afin de faire en sorte que les générations actuelles puissent profiter du développement sans nuire à la capacité des générations futures à profiter elles aussi du développement. Grosso modo, il ne faut pas détruire la planète aujourd'hui, sinon nos héritiers, nos successeurs ne pourront pas en profiter eux aussi. Donc il faut essayer d'avoir un développement le plus harmonieux possible entre l'économie, le social et l'environnement. D'où la question de la durabilité de cette métropolisation. Donc aujourd'hui, on parle d'émergence de préoccupations sociales hein, au sein des métropoles et environnementales, c'est-à-dire on va chercher à réduire les inégalités sociales et à essayer aussi de préserver un peu la qualité de vie des habitants. Donc ça se pose cette question dans de nombreuses métropoles. Alors évidemment, pas de la même façon dans les métropoles des pays développés, dans les métropoles des pays du Sud ou des pays en développement, voire des pays les moins avancés. Donc dans les pays développés, il y a différents projets, par exemple, pour augmenter la part des espaces verts. C'est ce qu'on voit dans le document 1, page 30.
Donc c'est la High Line à Manhattan, hein, donc vous retrouvez un autre bout ici, mais donc c'est une ancienne voie ferrée aérienne qui a été transformée en lieu de promenade. Donc on voit ici, c'est une façon un peu d'aérer la ville et de transformer un ancien site finalement industriel, hein, une voie ferrée aérienne, en lieu de promenade, et on voit c'est un espace vert. Donc c'est une façon de d'assurer un peu la préservation de l'environnement et d'aérer un peu la ville. On cherche également, par exemple, à promouvoir les modes de transport doux. Donc le transport doux, c'est par exemple la marche, le vélo, donc des transports qui sont dits pas du tout polluants. On veut aussi construire des immeubles plus écologiques, par exemple plus économes en termes de consommation d'énergie, plus végétalisés aussi, peut-être pour limiter l'utilisation de la climatisation l'été, par exemple, donc limiter la consommation d'énergie. Et puis, il y a des politiques publiques pour renforcer la mixité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que les riches et les pauvres vivent ensemble. Par exemple, la construction de logements sociaux au sein d'un quartier riche. Bon, on voit ça que chaque fois que ça se produit, par exemple à Paris, il y a une levée de bouclier. Si vous voulez construire des logements sociaux dans les arrondissements riches du 7e ou du 16e arrondissement, eh bien là, bizarrement, ça dérange beaucoup les populations riches qui ne veulent pas avoir à proximité de chez eux une population de pauvres parce qu'ils ont peur certainement que ce soit tous des affreux délinquants qui veulent s'en prendre à leur richesse. Donc ça pose toujours des problèmes et c'est toujours assez rigolo de voir des manifestations de riches qui demandent à ce que les pauvres aillent s'installer ailleurs. Je vous jure que des fois, il y a des cas qui se perdent. Alors dans les métropoles des pays du Sud, hein, il y a aussi des mesures environnementales, hein, qui sont prises pour essayer d'améliorer la qualité de vie dans ces métropoles. Mais ces mesures environnementales sont évidemment plus limitées, hein, parce que c'est aussi une affaire de moyens, d'envie, donc elles ne sont pas vraiment prioritaires, hein. Alors il y a eu ben, des mesures d'éviction des habitats informels, c'est-à-dire qu'on force les gens qui vivent dans les bidonvilles ou dans certaines favelas au cœur des villes, comme dans les métropoles brésiliennes, eh bien, à quitter ces favelas. Ça a été le cas, par exemple, juste avant les Jeux Olympiques de Rio en 2016, où on a forcé les populations de certaines favelas à déménager, hein, pas en vue d'accueillir les JO et donc des populations plus aisées. Mais finalement, c'est plus du cosmétique, hein, c'est-à-dire ce sont plus des mesures qui sont prises pour masquer la pauvreté, pour que les touristes, les étrangers ne voient pas des favelas en plein cœur du centre-ville, ça donnerait une mauvaise image de la ville, plutôt que pour favoriser une mixité sociale entre riches et pauvres qui vivraient tous ensemble. Par exemple, à Mumbai, on a vraiment une exclusion sociale des plus pauvres. Et on a vraiment deux mondes qui se côtoient avec des gated communities, donc des quartiers fermés où vivent les riches, qui côtoient d'immenses bidonvilles où vivent des millions de déshérités. Donc pour conclure, alors là, pardon, excusez-moi, avant la conclusion, ici vous avez sur le diaporama une photo du futur monorail de Sao Paulo. Donc ça, c'est une façon de développer un mode de transport plus écologique, hein, qui dépenserait moins d'énergie, qui polluerait moins, donc d'aller vers une ville un petit peu plus verte. Donc, pardon, pour en finir avec ce chapitre, hein, on peut dire en conclusion que l'urbanisation et la métropolisation sont des phénomènes planétaires, hein, ça vous l'avez compris, ça touche autant les métropoles du Sud que les métropoles du Nord, même si les métropoles du Nord avaient évidemment de l'avance sur les pays du Sud, mais hein, elles sont en train de se faire rattraper du fait d'un exode rural plus tardif. Donc les métropoles des pays du Sud sont en train de gonfler extrêmement rapidement et de s'étendre extrêmement rapidement. On l'avait vu dans différents petits films qui montraient l'étalement urbain des grandes métropoles, hein, notamment dans les pays du Sud. Ce qui est important également à noter, c'est que l'urbanisation et la métropolisation, ce sont des processus sélectifs et évolutifs. En effet, la métropolisation elle transforme les territoires à toutes les échelles. On a vu qu'elle allait renforcer certaines métropoles aux dépens d'autres. On le voit par exemple dans le cadre du Brésil. Également, la métropolisation va favoriser l'ancrage de nouveaux États dans la mondialisation, avec des quartiers qui sont vraiment tournés vers la mondialisation. Par exemple, les quartiers des affaires, hein, dans ces grandes métropoles sont ultra connectés avec la mondialisation. Mais par contre, cette métropolisation va amplifier la ségrégation socio-spatiale, plus que les populations riches vont avoir tendance à se concentrer dans certains quartiers et provoquer une exclusion finalement des populations pauvres. Et donc, cette métropolisation va contribuer à la fragmentation des grandes métropoles, une fragmentation de plus en plus visible entre quartiers riches, quartiers pauvres. Bien, nous en avons fini avec ce chapitre 1 et je vous retrouve très prochainement pour un chapitre 2 qui sera tourné sur la France.